Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors je vais faire une vidéo qui va être assez intéressante sur une des particularités propres à l'homme et qui lui a permis de progressivement dominer le monde. Alors bon, avec la bipédie, avec la particularité aussi de pouvoir parler, donc d'avoir un langage euh, complexe et un langage abstrait avec des notions de temps et d'espace, il y a une autre faculté qui fait vraiment l'homme, c'est cette possibilité de pouvoir lancer, de pouvoir se protéger avec des projectiles, et aussi plus tard de pouvoir chasser, ce qui a permis d'avoir accès à de la calorie et puis de croître et de se multiplier. Donc, euh, au début, on n'a pas été des chasseurs, c'est-à-dire qu'au début, on était des singes de la taille d'un chimpanzé, euh, bipèdes. Euh, on s'est retrouvé en savane. Progressivement, on montait encore aux arbres, mais avec nos mains, on pouvait quand même prendre des projectiles, comme les petits singes prennent des cailloux, cassent des doigts, ils utilisent quand même des outils, les chimpanzés, tout ça, pour se défendre. Alors on voit souvent chez les singes, chez les chimpanzés, même quand ils sont agressés quand ils s'agressent même entre eux, ils prennent des projectiles et puis ils se les envoient comme ça. Alors en groupe, ça peut faire très très mal. Mais les singes, et nos premiers ancêtres bipèdes, ne devaient pas bien lancer. Car pour lancer, il faut avoir une morphologie propre, il faut être déjà bien adapté à la bipédie, il faut avoir quitté les arbres. Alors, ça a quand même apporté cette possibilité de lancer même maladroitement, a quand même apporté une sécurité au groupe, c'est-à-dire le groupe pouvait faire fuir des panthères quand il y avait une action groupée, donc une action solidaire entre eux. Donc c'était quand même quelque chose de très efficace de pouvoir balancer des projectiles, tout ce qui tombait sous la main, des bouts de bois, des cailloux, des noix, donc tout ce qu'on trouvait en cas d'attaque d'un prédateur ou d'un autre groupe mâle. En général, on pouvait se défendre de mâles qui venaient prendre le territoire, parce qu'il y a souvent des conflits comme ça, entre groupes de singes. On pouvait se défendre avec des cailloux, des objets qu'on lançait, mais maladroitement. Alors pourquoi les singes ne peuvent pas bien lancer? Alors tout ça, c'est pour des questions morphologiques. Il faut savoir que les singes ont une morphologie, alors je note un peu tout, une morphologie pour se déplacer dans les arbres. Nous, on est nos premiers ancêtres, même les australopithèques, avec ces un truc comme ça, on leur a donné des noms, mais bon, c'est quand même très dur de pouvoir, comment dire, mettre des espèces, des sous-espèces. Souvent, ce sont les paléontologues qui décident que c'est une sous-espèce, alors que ça peut être très bien des variations morphologiques quand ils sont dans la même couche, au sein d'une même espèce, ou des dimorphismes sexuels, ou des individus plus ou moins âgés. C'est très très dur, on est dans le flou quand même. Mais ce qu'on sait, c'est que nos ancêtres étaient des bipèdes qui continuaient à grimper aux arbres. Alors grimper aux arbres, ça pose des problèmes pour pouvoir ajuster les tirs. Alors comme les singes, je prends les chimpanzés par exemple, les chimpanzés peuvent jeter, ils s'en servent, on les voit qui s'énervent, ils jettent des trucs, mais ils font très mal. Alors le chimpanzé par exemple, il a un grand pectoral, c'est le muscle qui est ici, il a un grand pectoral, alors le faisceau claviculaire et un deltoïde développé, alors surtout le faisceau claviculaire du grand pectoral qui part comme ça, et le deltoïde. Et lui, le grand pectoral du singe, des singes, il est développé pour pouvoir aller chercher les branches. Donc son action, quand il se contracte avec le faisceau claviculaire, il lève le bras pour aller chercher une branche quand il se déplace. Ou quand il est au sol, pareil, ils sont à quatre pattes, ils se déplacent au sol, donc c'est celui qui ramène vers le haut. Alors que chez l'homme, comme ça, chez le singe, quand il se déplace, il ramène vers le haut et après les dorsaux tirent quand ils sont à quatre pattes. Et puis il y a quand même une propulsion des pattes arrière. Alors que l'homme, nos ancêtres sont devenus bipèdes, donc ils ont continué à grimper dans les arbres, mais ils avaient un pec qui changeait de position. Alors le singe, lui, comme il monte le bras, comme ça, il n'est pas très fort pour lancer. Donc il lance, en général, il lance de haut en bas. Donc le projectile, en général, ne part pas très loin, peut partir plus ou moins puissamment, mais vers le bas, parce que son grand pectoral est orienté, c'est vrai, les fibres de son faisceau claviculaire, de son deltoïde, sont faites pour tracter de haut en bas, alors que chez l'homme, elles sont plutôt faites pour tracter de l'extérieur vers l'intérieur, pour maintenir un bébé par exemple, ça je vais en parler plus tard. Donc ça, c'est une des particularités qui font que nos ancêtres et les singes ne pouvaient pas bien lancer. Les singes ne peuvent pas bien lancer. À plusieurs, ça peut faire très mal quand vous avez une noix, un caillou, une branche qui tombe sur le nez d'une panthère, elle va parvenir. Mais il n'y a pas possibilité de bien ajuster un tir quand on est un singe. De plus, la morphologie
la morphologie de l'omoplate du singe. Alors, je vous montre un peu les dessins. L'homme, là, c'est un omoplate d'homme. Hein. Alors, ça, c'est les muscles que vous avez dans le dos, derrière. Hein. On les place derrière, là-bas. Alors, chez le singe, l'omoplate, chez l'homme, il est orienté mettons, mais que c'est mon dos on dit que c'est mon dos de cette façon. Hein. Vous voyez, là. Et là, il y a l'humérus. Ce qui fait que les mouvements peuvent difficilement aller vers le haut, hein, chez l'homme, parce que ça va être bloqué par l'acromion, ici. Alors que chez le singe, l'omoplate, il est orienté, la tête de l'omoplate, la tête de la cavité glénoïde, c'est la cavité glénoïde, cotyloïde c'est la hanche, des fois je fatigue un peu, la cavité glénoïde de l'omoplate, chez le singe, est orientée vers le haut, donc il a l'omoplate qui serait plutôt comme ça, hein. Vous voyez? Donc ça va pour marcher à quatre pattes, ça va pour aller prendre des branches, hein, donc il n'a pas l'humérus qui va cogner contre l'acromion, hein. Il y a une voûte ici, une voûte ostéofibreuse, hein. Et chez l'homme, il y a souvent des pathologies parce que quand on lève trop le bras, ça vient frotter, mais on n'est plus fait pour lever le bras. Alors que le singe, lui, il peut lever le bras facilement parce qu'il a la tête de l'humérus qui est dans la cavité glénoïde, hein, de l'omoplate, hein, ici, et qui est orienté vers le haut avec beaucoup d'espace ici, hein, donc il n'a pas de frottement, il peut lever facilement le bras. Vous voyez? Donc voilà. Donc le singe, alors à l'omoplate vers le haut, donc lui, il fait des mouvements spontanés. Nos premiers ancêtres avaient encore une morphologie du haut du corps comme les singes, hein, donc ils ne pouvaient pas bien ajuster les types. Donc longtemps, les australopithèques au sol pouvaient se défendre sans vraiment ajuster. Donc c'était à plusieurs qui devaient être dangereux. Hein. Donc ils n'ont pas pu encore chasser avec ça. De plus, il y a une particularité qu'ont les singes, hein, que nous avons perdu, c'est le fait de pouvoir s'accrocher dans les branches sans difficulté, sans avoir à contracter ses muscles. Hein. Alors pourquoi? Alors parce que les singes, ils ont en général les fléchisseurs des doigts qui se trouvent ici en profondeur, hein, je vais vous montrer un petit dessin qui se trouve ici, très court, voyez, donc ça recourbe les doigts, hein. Donc quand ils ont le poignet fléchi comme ça, ils peuvent étendre leurs doigts. Alors vous voyez, on voit les singes qui mangent comme ça, mais quand ils étendent le poignet, voyez, et le bras pour tendre, pour aller chercher une branche, à ce moment-là, les doigts se déplient. Les doigts se plient, parce qu'ils justement, ils ont les fléchisseurs trop courts. Voyez, donc ils peuvent, le poignet fléchi, tendre les doigts, et dès qu'ils tendent la main, les mains se recouvrent automatiquement, parce que les fléchisseurs des doigts, hein, sont courts. Donc ça leur fait ils n'ont plus à fournir d'efforts quand ils se déplacent de branche en branche. C'est pour ça qu'ils tiennent longtemps. Hein. Vous voyez, les chimpanzés, ça grippe aux arbres sans problème, on les voit sauter, parce qu'en fin de compte, ils ont des crochets. Des crochets, dès qu'ils tendent la main, c'est un crochet leur main. Hein. Donc, ils se baladent en crochet, alors que l'homme, il va grimper et il va tomber. Donc, vous voyez, et cette particularité d'avoir des crochets aux mains, bah, ça gêne quand on lance, vous voyez, parce que c'est un avantage dans les arbres, parce que vous ne tombez pas, donc il n'y a pas de sélection. Alors à la base, c'est une sélection naturelle qui se fait, hein, sur les animaux qui ont les fléchisseurs les plus courts, hein, qui réussissent à transmettre leur gènes, parce que ceux qui les ont un peu longs, bah, ils risquent de louper la branche, ils tombent et puis ils ne transmettront pas leur gènes. À partir du moment où ils sont... Donc ça pose un énorme problème quand on veut lancer, ajuster. C'est pas possible, parce que vous lancez, et à ce moment-là, la main part comme ça, vous pouvez lancer que vers le bas. Donc les singes, ils lancent vers le bas. Ils peuvent lancer puissamment, mais vers le bas et sans ajuster. Ça, c'est un problème. Dès qu'on est passé au sol complet, qu'on ne s'est plus réfugié dans les arbres, on était déjà un bon petit bipède, hein, et on a fini par ne plus se réfugier dans les arbres, à marcher au sol, et donc on devait avoir une structure plus organisée pour faire fuir les prédateurs, on devait déjà être un peu plus gros, être plus dangereux pour eux. Donc à ce moment-là, quand on a fini qu'on ne s'est plus réfugié dans les arbres, ben on n'a plus besoin d'avoir ses mains en crochet. Donc on a eu les mains qui sont les fléchisseurs des doigts, qui sont devenus moins courts, donc on pouvait étendre les mains. Donc on avait des mains qui sont devenues des pinces, hein, avec un pouce qui a grandi, hein. Donc on pouvait faire des objets, prendre des choses avec minutie, alors que les singes ne peuvent pas, hein. Donc ça a permis quoi? Ben, ça a permis à ce moment-là, quand on lançait, hein, de pouvoir ajuster les tirs. On est devenus des lanceurs qui pouvaient ajuster. On n'était pas encore des chasseurs avec le caillou, mais on pouvait à ce moment-là, parce qu'il faut vraiment, pour tuer quelqu'un à la pierre, c'est très dur, hein. On peut blesser un peu, mais c'est pas ça. Mais on pouvait faire vraiment fuir les prédateurs. Et on est devenu vraiment dangereux pour tout ce qui était panthère, lion,
etc. Donc c'est à partir du moment où on a pu lancer qu'on est devenu quand même assez terrifiant pour nos prédateurs. Pas qu'on les tuait, mais qu'on leur faisait sacrément mal en groupe. Hein. Quand vous avez une bande de petits singes bipèdes qui lancent très bien, hein, des cailloux, alors là, vous commencez à avoir un problème, surtout quand vous ne pouvez plus les attaquer. Donc ça, à partir du moment où on a quitté les branches, il n'y a plus de sélection naturelle sur le fléchisseur des poignets, on a pu ajuster les lancers. De plus, notre adaptation à la bipédie par rapport au singe fait qu'on a la taille plus libre. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la taille plus libre? Ben, ça veut dire qu'on peut faire des rotations de taille, vous voyez, comme ça. Hein. Et on a une particularité aussi, c'est qu'on a le pec, comme on ne grimpait plus dans les arbres, on a l'omoplate qui est retourné horizontalement, hein, et le pec, au lieu de servir de haut en bas, ben, il pouvait travailler dans des mouvements d'étreinte, hein, comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait qu'avec la bipédie qui s'est perfectionnée, on a eu, par rapport au singe, vous voyez, on a une taille, alors là c'est un peu exagéré, mais on a une taille libérée, alors que le singe, un bassin évasé, alors que le singe, lui, il a un bassin qui monte jusqu'à là, une taille une cage thoracique en entonnoir, et il a une taille pas du tout mobile. Hein. Donc, quand on voit les chimpanzés, ils ne peuvent pas faire de rotation quand ils lancent. Ils lancent comme ça. Vous voyez, c'est très très dur pour eux. Ils lancent vers le bas puissamment. À plusieurs, ils peuvent être dangereux, mais jamais avec précision. Et ils perdent quand même de la force par rapport à un individu bipède. Alors, quand un homme lance, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a une rotation, vous voyez, à ce niveau-là. Et en même temps, il peut étendre le bras et lancer comme une catapulte. Alors, il y a une particularité dans ces lancers, c'est qu'on est devenu un très bon lanceur à partir du moment où on est devenu bipède, donc morphologie osseuse des bras qui a changé, morphologie des muscles du poignet qui se sont détendus, hein, possibilité d'avoir les doigts qui s'étendent, possibilité de rotation, hein, ce qui donne encore de la puissance, et en plus, on a un muscle pectoral et un muscle deltoïde qui sont transformés, mais réellement pour le lancer. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une particularité, c'est que le muscle grand pectoral ne fait plus le mouvement de haut en bas, il est fait chez l'homme pour faire des mouvements d'étreinte, hein, donc de lancer. Donc, en plus, ça change, sa structure moléculaire a changé. Hein. C'est devenu un muscle beaucoup plus élastique que le muscle des singes, capable d'emmagasiner de l'énergie dans l'étirement de ses fibres, de l'énergie du mouvement, hein, c'est-à-dire que vous lancez le bras en arrière, l'homme se retourne, donc rotation de la hanche, vous voyez, rotation de la hanche, on lance le bras en arrière, cette énergie, l'énergie du mouvement, l'énergie de la vitesse, l'énergie cinétique est accumulée dans le muscle grand pectoral, vous voyez, en plus on étend le bras en plus pour augmenter la vitesse. Donc il y a une grande tension, et quand la tension est là, hop, à ce moment-là, on repart en contraction volontaire, et on cumule énergie élastique accumulée dans toute la structure moléculaire, hein, dans toute la structure musculaire, tendineuse aussi de l'articulation de l'épaule qui est très élastique, hein, et qui restitue cette énergie au moment du lancer. Donc on se retrouve avec une double puissance, contraction volontaire, et énergie cinétique accumulée dans les fibres et dans l'articulation de l'épaule. On a un pectoral qui accumule beaucoup d'énergie cinétique. Hein. Et on est devenu comme ça des lanceurs très puissants par rotation. Il y a aussi beaucoup de fibres relativement élastiques, hein, dans la sangle abdominale qui est très bonne. Alors ça elle s'est travaillée avec la bipédie, hein. Plus de rotation pour marcher plus facilement, plus longtemps, mais la possibilité d'avoir une rotation accumule encore de l'énergie. Hein. C'est-à-dire qu'on contracte, contraction volontaire, accumulation d'énergie dans la taille, restitution, contraction de l'autre côté, hein, de l'ensemble des obliques. Hein. On contracte, mais c'est le petit et le grand qui contractent au début, et puis après c'est le grand et le petit, c'est le grand oblique. Si vous voulez, c'est quand il y a une rotation dans ce sens-là, vous avez le petit oblique qui se contracte un peu vers le haut, et quand vous repartez comme ça, c'est le grand oblique qui fait ce mouvement-là. Hein. Et quand vous repartez en arrière, c'est le petit. Mais à la fin, le petit oblique, il travaille comme vers le bas. Bon, c'est un peu technique sur les obliques, mais si vous voulez, vous avez la sangle abdominale qui permet de faire des rotations et d'accumuler de l'énergie cinétique dans ces fibres, et en même temps, une contraction statique, de restituer cette énergie cinétique plus contraction volontaire. Donc vous avez encore deux forces. Donc l'homme est devenu extrêmement puissant parce que par rapport à un singe, quand il lance, il lance avec la taille, il lance
avec l'épaule et de l'énergie cinétique accumulée dans les muscles. Donc voilà, donc on est devenu des lanceurs extrêmement puissants et on pouvait à ce moment-là bien ajuster nos cibles. Et à ce moment-là, on envoyait des cailloux sur le nez des lions. Donc là, on était encore des proies, mais des proies très 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 dures à attraper parce que très dangereuses, hein, en groupe. Donc ça, c'est particulier. Alors voilà, j'ai un peu expliqué le pec de l'homme, qui est vraiment un pec qui est fait pour le lancer, hein. C'est essentiellement le pec, hein. Alors que chez le singe, le pec, il est plutôt fait sur la partie claviculaire pour lever le bras et avec un gros deltoïde. L'homme a perdu son deltoïde, il n'a plus un très gros deltoïde puisqu'il n'a plus la fonction de faire des circonductions pour aller chercher les branches, mais il a essentiellement le singe, alors l'homme a essentiellement un pec qui lui sert aussi, alors pour les femelles, hein, à tenir le petit quand elles se promènent, hein. Les femelles se promènent avec le petit sur les hanches comme le bassin s'était élargi et ça permet le pec de maintenir le petit ici, hein. Alors cette particularité, on la retrouve dans tous les sports de lancer, hein. Donc c'est pour ça que l'homme est devenu un lanceur. On s'affronte dans les lancers, dans le lancer de javelot, dans le lancer de disque, dans tous les sports on trouve des lancers, que ce soit au baseball, il y a plein de sports où on retrouve ça. C'est vraiment une activité propre à l'homme. Alors en musculation, ça a aussi une particularité, c'est que vous voyez en musculation les gens qui font du développé couché. Alors comme j'ai beaucoup de gens qui font de la musculation, donc j'explique un peu pourquoi au développé couché on est fort quand on ne pose pas la barre, hein, quand on descend. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui font de la force, quand ils descendent la barre, au développé couché comme ça, ils descendent doucement, ils accumulent de l'énergie cinétique par la chute de la barre dans les fibres, hein, dans la structure moléculaire du grand pectoral, en général, un peu de l'avant d'épaule aussi, hein, de deltoïde antérieur, et avec une contraction volontaire des muscles en pectoral, ils rajoutent cet étirement, hein, un peu comme une catapulte, hein, pour pousser. Donc c'est pour ça qu'on voit des gens qui poussent très lourd parce qu'ils cumulent énergie élastique, énergie cinétique, énergie de la chute de la barre accumulée dans les fibres, plus contraction volontaire, hein. Et ça, c'est utilisé par les gars au développé couché. Et on s'aperçoit que quand on pose la barre, on appelle ça un stop and go, on est beaucoup moins fort en général. Pourquoi? Parce qu'on travaille qu'à l'influx, hein. Voilà. Donc on ne travaille pas en accumulant l'énergie comme un lanceur. Donc ça, c'est très dur. Par contre, ce travail est très intéressant, je le redis encore, pour tous les gens qui font des sports de combat où on n'arme pas le coup, hein, quand on fait un sport de combat, à part pour achever un gars, hein, en crochet, hein, avec rotation et tout. En général, on part uniquement en positif, ça veut dire sans accumulation d'énergie cinétique dans le pec, hein. Donc quand on tape, hein, en général, si vous faites des sports de combat, faites du coucher, stop, on lâche, on repousse. Voilà. Alors est-ce que j'ai parlé, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? L'étirement, passage au sol, libération des bras, j'ai à peu près tout dit, hein. La taille, la rotation, le lancer, qui a révolutionné. J'ai parlé du coucher, libération des mains. Bon, je vais vous repasser un peu, hein, pour vous montrer un peu, petit truc. Voilà. Alors voilà, là c'est un dessin que j'ai fait, hein, c'est pour montrer un peu la différence entre un bras d'homme et un bras de gorille, hein. Alors on voit bien que là, vous voyez les fibres, ça c'est des fibres le deltoïde chez le gorille est énorme, hein. C'est parce qu'il lève le bras pour se déplacer, eux aussi se déplacer à quatre pattes, hein, quand ils marchent. Et vous voyez les fibres du grand pectoral partent vraiment vers le bas, hein, et même celles du bas, hein, elles sont faites essentiellement pour lever, hein, pour lever le bras. Donc voilà, et quand on se déplace aussi pour pour amener la main en avant. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une particularité. Alors vous voyez aussi que les gorilles ont des gros muscles des avant-bras, très puissants, hein, très puissants et très courts, et vous voyez qu'ils ont les mains en crochet, pas de pouce, hein. Et quand ils ont la main tendue, voilà, les doigts se recourbent automatiquement, hein. Donc ça, c'est une particularité, ce qu'a perdu l'homme. L'homme, vous voyez, il a une pince très utile, il peut joindre le pouce avec l'index facilement, hein. Ça fait un outil de précision, hein. Et aussi ça fait un outil pour ajuster les tirs avec précision. Ça, c'est très particulier. Donc voilà, c'est le propre de l'homme, hein, avec un deltoïde moins puissant et un pec qui reste quand même là. Alors est-ce que j'ai d'autres dessins à montrer qui peuvent être intéressants? Voilà, je montre un peu la façon dont les singes s'accrochent dans les arbres, hein. J'avais fait un autre dessin ici. Est-ce qu'on voit? Voilà, c'est un petit chimpanzé que j'avais fait en train de s'accrocher dans les arbres, hein. Voilà, alors aussi sur la structure des mains de nos ancêtres, hein, c'est qu'il faut savoir que les singes en général
les doigts recourbés, hein, comme ça. Déjà, la structure osseuse est un peu recourbée pour mieux s'accrocher dans les arbres, alors que les hommes, hein, ils ont les phalanges en général moins courbes. Hein. Ça leur permet justement de mieux lancer et de mieux ajuster les tirs. On a un outil de précision pour le lancer de précision. Voilà, là c'est les phalanges. Phalange d'homme, phalange d'australopithèque et phalange de gorille, hein, ou de chimpanzé, je ne me souviens plus. C'est schématique, c'est pour montrer un peu, comme nous ne sommes pas habitués, comme eux ne peuvent pas lancer de précision, mais comme nous sommes plutôt faits pour, pas pour nous accrocher dans les arbres, mais pour faire bon, c'est une passe de précision. Et lancer de précision. Est-ce que j'ai un autre dessin à montrer? Alors oui, voilà, juste pour montrer un peu la morphologie de l'omoplate, vous voyez, omoplate d'homme, hein, vous voyez, omoplate de chimpanzé. Alors vous voyez, un nain dont la tête de la surface articulaire de l'omoplate est orientée vers le haut, et là vous voyez, l'homme s'est orienté horizontalement. Donc voilà, donc ça ce sont des particularités humaines qui font de nous de bons lanceurs par rapport aux singes qui ne peuvent pas être de bons lanceurs. Donc plus tard on est devenus des chasseurs, hein, mais on a d'abord été des proies particulièrement habiles pour blesser des prédateurs qui venaient nous agresser. Hein. Donc c'est après qu'on a commencé à faire des outils de jet, de lancer, mais c'est venu bien après. Mais ce qui nous a sauvés quand même, c'est d'être devenus de bons lanceurs. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Ben non, je crois que c'est fini. Hein. Donc voilà, j'ai un peu parlé de tout. Donc c'est pourquoi nous sommes de bons lanceurs. Iliaque, libération de la taille, ben non, j'ai parlé de tout. Hein. Voilà, bon bah c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez un peu appris sur le lancer. Je regarde un peu si j'ai d'autres trucs à dire. Voilà, bah non, le rôle du pec, je dis pour la femme aussi, ça permet de tenir le bébé, hein, et de maintenir sur la hanche qui s'est évasée. Non, bah c'est bon. Bon, bah écoute, c'était Frédéric Delavier, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt, un peu de redite tout le temps, mais vous connaissez mon style. Allez, salut, à bientôt. Hein.